On connaît tous l'image, une Mercedes noire, un tunnel à Paris, un drame. Mais si on se trompait de symbole, si l'automobile, dans la vie de Diana, ne résumait pas sa fin, mais racontait finalement tout son combat. Parce que Lady Di, ce n'est pas qu'un destin brisé. C'est une femme qui, toute sa vie, a cherché à reprendre le volant, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Ce qui m'a toujours touché chez elle, c'est son envie tenace de mener une vie normale, de refuser les codes, de s'échapper du protocole. Je suis fasciné par son amour pour la pop culture. Ses amitiés people, ses virées dans des parcs d'attractions avec ses fils, ou encore cette fameuse veste des Eagles qu'elle portait à répétition. Diana n'a pas volé son surnom de princesse du peuple. Pas seulement pour sa générosité ou son empathie, mais aussi parce qu'elle en aime partager les goûts, les réflexes, la culture. Avant de devenir Altesse Royale, Diana roule dans diverses autos, mais systématiquement des citadines, populaires, simples, pratiques. Elle est alors Diana Spencer, assistante maternelle. En 1981, elle épouse Charles, et là c'est une autre histoire. La plupart du temps, on la transporte plus qu'on ne la laisse conduire. Rolls-Royce, Bentley, Daimler, des voitures protocolaires froides souvent imposées. Ces véhicules-là ne sont pas les siens, ce sont des carcans roulants, des vitrines sur roues. Ils incarnent un rôle qu'elle subit plus qu'elle ne l'endosse. Et pourtant, dès qu'elle le peut, Diana reprend le volant, pour sortir, respirer, exister. Elle voue alors une passion pour les Ford Escort, une compacte populaire fabriquée au Royaume-Uni et très appréciée. Elle en conduit plusieurs versions, dont des cabriolets et une turbulente RS Turbo Série 1, sportive proposée d'office en blanc, mais elle la demandera exceptionnellement noire pour rester discrète. Malgré tout, ces Ford font jaser à l'époque. Pas assez royale, trop fille normale. Mais c'est justement ça, Diana veut vivre à hauteur d'humain, être une femme, pas une statue. Elle est tiraillée alors soit. En 1987, elle remplace ses Ford par une Jaguar XJ SC Targa, classe ô combien britannique, plus conforme aux attentes. Mais là encore, elle choisit une version découvrable, comme une petite brèche dans le formalisme. Toutefois, la parenthèse est brève. En 1991, alors que son mariage bat de l'aile, elle crée une onde de choc qui va jusqu'à provoquer une Royal Crisis. Elle troque la Jaguar et sa teinte verte so British contre une Mercedes-Benz 500 SL rouge métallisée. Allemande, voyante, puissante, inacceptable pour la monarchie. La presse crie au scandale, car aucun membre de la famille royale n'avait jamais conduit de voiture non britannique. Le palais est même contraint de publier un communiqué. Donc sous la pression, la voiture sera remplacée après quelques mois seulement. Mais le message est passé, Diana reprend le contrôle. Après le divorce, plus de compromis. Elle affiche clairement son goût pour l'indépendance et les voitures allemandes. En 1994, elle roule en Audi 80 Cabriolet, un peu clinquant, un peu cliché, mais totalement dans l'air du temps. C'est la voiture de la femme libérée des années 90. Diana redevient elle-même et embrasse de nouveau ce côté populaire. Mais on le sait, sa liberté dérange, elle attire les flashs, elle excite la presse qui la traque. Les paparazzis la pourchassent jusque dans cette Audi, qui sera d'ailleurs maintes fois visible dans les magazines. Et puis il y a cette dernière voiture. Une Mercedes S280 noire à Paris en 1997. Encore une allemande, mais pourtant ce n'est pas la sienne. Elle ne la conduisait pas, elle n'a pas choisi le trajet. Ce n'est pas un hasard si la dernière image de Diana vivante est celle d'une passagère. La femme qui avait tant voulu reprendre le contrôle ne l'a pas eu jusqu'au bout. Et vous, est-ce qu'une voiture, un jour, vous a aidé à vous affirmer, à vous libérer, à devenir un peu plus vous-même peut-être? Si oui, racontez-la moi en commentaire.